Je vous souhaite la bienvenue et, comme disait ma collègue, je vous demande d'éteindre vos cellulaires. Et je vous rappelle également qu'il est interdit d'enregistrer ou de prendre des photos en salle d'audience. Merci. Alors, je vous souhaite la bienvenue à tant personnes présentes ici dans nos locaux de Montréal qu'à ceux qui assistent en web diffusion à cette première session de la commission d'enquête sur la gestion de la modernisation des systèmes informatiques de la Société de l'assurance automobile du Québec. Je vais reprendre mon souffle parce que je ne dirai pas ce titre-là à chaque fois, je vous avertis. Alors, je vais continuer. Alors, je souhaite aussi la bienvenue aux personnes ayant obtenu le statut de participant, à leurs procureurs ainsi qu'aux membres des différents médias. Maître Tremblay, tantôt, vous présentera les procureurs qui présentent les participants. Moi, je me présente, Denis Galland. J'ai été nommé commissaire pour présider les travaux de la commission et les mener à bon port. J'exerce habituellement la fonction de juge municipal du Québec, principalement à la Cour municipale de Montréal, et quoique je reprendrai mes fonctions une fois les travaux de la commission terminés, depuis le 24 mars dernier, je me consacre uniquement et entièrement à la commission. Je remercie d'ailleurs la juge municipale en chef, l'honorable Nathalie Duchesne, d'avoir accepté de me décharger temporairement de mes responsabilités de juge. Puis comme vous verrez, comme je vous expliquerai tantôt, malgré que je suis un juge de nomination provinciale, la loi prévoit que lorsque je préside une commission d'enquête, je suis lié par la loi sur les commissions d'enquête, par le décret de nomination, ainsi que par la jurisprudence. Cette commission d'enquête a été demandée à la suite de l'audit de performance mené par la vérificatrice générale du Québec, audit qu'elle a rendu public le 20 février dernier sur le programme Carrefour des services à faire qu'on appelle CASA de la Société de l'assurance automobile du Québec. Le gouvernement du Québec a donc créé cette commission d'enquête et m'en a confié la responsabilité en date du 24 mars dernier. Donc, ça fait un mois. Ce même jour, j'ai été assermenté par la juge en chef associée de la Cour supérieure du Québec, l'honorable Catherine Larosa, que je remercie. J'ai immédiatement à mon tour assermenté les 4 autres membres du comité de direction de façon à ce que nous soyons pleinement et immédiatement opérationnels, soit Mme Véronique Fontaine, secrétaire et administratrice de la commission, Maître Simon Tremblay, le procureur en chef, M. Robert Pigeon, le directeur des enquêtes, et Maître Joanne Marceau, responsable des communications, qui sont ici parmi nous. Depuis cette date, j'ai consacré mes énergies à mettre en place une équipe d'élite, agile et compétente, qui m'accompagnera dans les prochains mois. Compte tenu de la durée du mandat et du fait que nous devrons conjuguer avec la période estivale, il m'est apparu essentiel d'agir promptement pour m'entourer de cette équipe chevronnée et expérimentée en matière d'enquête publique. J'ai donc choisi, délibérément, de recruter des personnes qui ont travaillé à la commission Charbonneau afin de bénéficier de leurs compétences et de leur expérience dans le domaine des commissions d'enquête. J'y ai ajouté d'autres spécialistes provenant de milieux variés et disposant d'expériences diversifiées utiles au mandat qu'on m'a confié. Le résultat est que cette équipe multidisciplinaire, on a une équipe multidisciplinaire forte et complémentaire. La confiance que j'ai en ces personnes et l'intégrité démontrée tout au long de leur carrière me prouvent que nous avons les bonnes personnes pour mener notre mandat à terme. Notre équipe est constituée d'avocats, d'enquêteurs, d'experts en matière de technologie de l'information, de gouvernance, de comptabilité et d'administration publique. À la suite de ma déclaration, je laisserai le soin à Maître Simon Tremblay, procureur en chef, de vous présenter spécifiquement tous les membres de notre équipe. Afin de faciliter le déroulement des travaux, nous avons installé des locaux à Montréal et à Québec. À Montréal, nous avons la chance d'occuper les anciens locaux de la commission Charbonneau et de la commission Chamberlain, soit ici même, au CSR René Lévesque-Ouest, 9e étage. L'accès en quelques jours à des locaux pensés et aménagés à tenir une commission d'enquête a grandement aidé à nous placer dans l'action très rapidement et nous pouvons nous concentrer sur l'enquête que nous devons mener. Je salue au passage tous les techniciens qui œuvrent depuis le début à aménager cette salle-là, d'avoir l'équipement nécessaire pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent assister aux travaux de la commission. Je vous annonce
que les audiences vont se dérouler non seulement à Montréal, mais également dans la capitale nationale. En effet, la Commission va tenir des audiences dans l'édifice André P. Boucher, situé au 11 030 route de l'Église à Québec. Je profite de l'occasion pour remercier la Ville de Québec d'avoir accepté de mettre à notre disposition cette salle vaste et imposante. Considérant que la Commission doit soumettre au gouvernement son rapport final, incluant ses recommandations au plus tard le 30 septembre 2025, nous nous sommes rapidement organisés et en à peine un mois, nous sommes déjà en mesure d'annoncer les audiences publiques. Je souligne au passage qu'une commission d'enquête publique met habituellement de 5 à 6 mois seulement pour s'établir. Nous l'avons fait en un mois. Nous sommes mis en action rapidement, car bien qu'il s'agisse d'un mandat ne visant que le programme CASA, les étapes entourant la réalisation de ce programme s'étalent sur plus de 10 ans et impliquent plusieurs acteurs et intervenants. Le gouvernement nous a confié un mandat suffisamment large, mais très bien ciblé, et je trouve important de vous le rappeler. Donc, le mandat que nous avons, la Commission doit enquêter et faire rapport sur les causes et circonstances des problèmes de gestion des réalisations du programme CASA, tels que constatés par la vérificatrice générale du Québec, notamment en ce qui concerne la planification du projet, l'attribution du contrat, les dépassements de coûts et la mise en service de la nouvelle plateforme transactionnelle connue sous le nom de SACLIC. Devons également nous pencher sur le niveau de connaissance des personnes en autorité au sein de la Société de l'assurance automobile du Québec, de même que des ministères concernés des problèmes de gestion relevés par la vérificatrice générale du Québec et leurs conséquences aux diverses étapes de la réalisation du programme CASA, particulièrement en ce qui concerne la planification du rapport, l'attribution du contrat, les dépassements de coûts et la mise en service de la nouvelle plateforme transactionnelle connue sous le nom SACLIC. Pour remplir son mandat, la Commission doit documenter les différents volets du mandat, tenir des audiences publiques afin d'entendre sur invitation des témoins, des experts et toute autre personne ou association que la Commission juge nécessaire pour mener à terme son mandat et, lorsque requis, qu'elle effectue des travaux à huis clos et prenne toutes mesures appropriées afin de préserver la confidentialité de l'identité des personnes entendues lors de ces audiences. J'ai accroché sur le mot « invitation ». Invitation ne veut pas dire que c'est un choix. Je vais lire tantôt les dispositions de la loi sur les commissions d'enquête et la commission a les pleins pouvoirs en vertu de la loi sur les commissions d'enquête pour requérir la présence de témoins, ordonner aux personnes de répondre aux questions et de produire tous les documents nécessaires. Je retourne au mandat. Procéder à une analyse des différentes informations recueillies dans le cadre des audiences et, au besoin, recueillir de l'information complémentaire. Identifier tous les autres travaux qu'elle jugera pertinents dans l'exécution de son mandat. Dans le cadre de l'exécution de ce mandat, il nous est ordonné, et je crois important de vous lire les termes exacts de notre mandat sur ce que nous sommes obligatoirement obligés de faire. Que la Commission analyse tous les éléments qu'elle juge nécessaires à la réalisation de son mandat, tout en tenant compte des travaux de la vérificatrice générale du Québec, ayant amené à son rapport de l'examen par l'Autorité des marchés publics du processus d'attribution du contrat pour la réalisation du programme CASA à la Société d'assurance automobile du Québec et l'exécution de ce contrat et de l'analyse en cours par le commissaire à la lutte contre la corruption, demandé par la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Que la Commission exerce ses fonctions de manière à nuire à aucune enquête en cours ou à venir, notamment une enquête de nature criminelle, pénale, déontologique ou disciplinaire, ainsi qu'à des procédures judiciaires en cours ou pouvant en découler. Que la Commission émette les recommandations qu'elle juge nécessaires à la suite des constats qu'elle aura faits, que la Commission décide de ses règles de fonctionnement et établisse ses priorités d'action, ainsi que toute autre règle qu'elle estimera utile à son fonctionnement, que la Commission ne formule aucune conclusion ou recommandation à l'égard de la responsabilité civile, pénale ou criminelle de personnes
ou d'organisation. Et enfin, le décret demande que la Commission soumette au gouvernement son rapport final, incluant ses recommandations au plus tard le 30 septembre 2025. Il s'agit d'un mandat ambitieux que nous devons réaliser dans un délai bien court. Mais soyez assurés que nous prenons toutes les mesures nécessaires pour y arriver. Nous tiendrons des audiences publiques afin d'entendre des témoins, des experts et toute autre personne ou association que nous jugerons utile. À ma connaissance, c'est la première fois qu'une commission d'enquête québécoise se penchera sur l'organisation de l'État et plus précisément sur les relations entre des ministères et une société d'État. C'est donc dans un souci d'éducation citoyenne et de communication publique que je veillerai à ce que vous soyez les témoins privilégiés de cette aventure. Je vous invite à collaborer et à ne pas hésiter à communiquer avec nous si vous avez de l'information ou vous avez été témoin de faits qui pourraient nous intéresser. Vous pouvez nous contacter en toute confiance pour nous faire part de toute information pertinente à l'enquête. La Commission déploie d'ailleurs des mesures de protection pour les personnes qui souhaitent communiquer de l'information de façon confidentielle. L'identité des divulgateurs pourrait être protégée si nécessaire. Alors, je vois déjà que c'est à l'écran. Donc, nous sommes joignables par courriel à l'adresse suivante, info@cesis.gouv.qc.ca ou par téléphone au 833-781-6526. Et notre site Internet disposera sous peu d'une procédure de transmission d'informations complètement anonyme et confidentielle. Bien que la Commission doive son existence au gouvernement du Québec par son décret 299-2025, elle demeure totalement indépendante, non partisane et impartiale. La Commission agit en toute légitimité et elle œuvre dans l'intérêt public. Mon seul guide sera le cadre qui a été fixé par le décret et par la loi sur les commissions d'enquête et j'entends les respecter. Mon expérience professionnelle et celle de l'équipe comportent une trame commune, soit la poursuite de l'intérêt public, la préservation de l'intégrité et la recherche objective de la vérité sans compromis. Rien ne saura arrêter la poursuite de cette mission. Nous découvrirons la vérité, peu importe les personnes ou les parties impliquées, et ce, dans le respect rigoureux du cadre légal entourant les commissions d'enquête et de l'équité procédurale. Le rôle d'une commission d'enquête est de rechercher les faits pour comprendre ce qui s'est passé dans une situation particulière. Une recherche objective de la vérité afin d'identifier tous les faits pertinents pour en tirer des conclusions inévitables et recommander au gouvernement les redressements qui s'imposent. Je tiens à vous assurer que nous prenons toutes les mesures pour réaliser notre mandat avec célérité et dans la plus grande transparence. Pour ce faire, nous allons rendre public tous les faits pertinents. Même si le décret instituant la commission lui permet de faire des audiences à huis clos, ce ne sera, et je vous le dis, qu'en cas d'absolue nécessité, après avoir entendu les arguments des partis et bien entendu des représentants des médias. À ce sujet, je fais mien les propos de l'honorable juge Stephen T. Gouge, juge à la Cour d'appel de l'Ontario de 1996 à 2014, lequel a présidé la commission d'enquête sur la médecine légale pédiatrique en Ontario. Je vous partage la traduction d'un passage de son livre portant sur les commissions d'enquête où à la page 221, il dit « Traduction, j'ouvre les guillemets, comme leur nom l'indique, les commissions d'enquête publiques sont présumées tenir des audiences publiquement plutôt qu'à huis clos. Le public a un intérêt particulier, le droit de savoir et le droit de se faire une opinion au fur et à mesure du déroulement de l'enquête. Ce principe s'applique aux deux types d'enquêtes, mais il s'applique avec une force particulière au processus de la recherche des faits. La plupart des enquêtes qui ont ébranlé la confiance du public dans des systèmes ou des institutions qui ont ébranlé la confiance du public
dans des systèmes ou des institutions importants, la confiance ne peut être rétablie que si la communauté concernée par l'affaire peut suivre le déroulement de l'enquête et s'assurer que le nécessaire a été fait pour découvrir la vérité. Je referme les guillemets. Commission d'enquête n'est ni un procès criminel, ni un procès civil. Elle se distingue d'un processus contradictoire, ne mène pas un verdict de culpabilité et ne recherche pas la responsabilité civile, pénale ou criminelle de qui que ce soit, et ne formule aucune conclusion à cet égard. Ce rôle est dévolu, bien évidemment, aux tribunaux judiciaires. La commission d'enquête enquête sur les faits pertinents à son mandat et tire des conclusions factuelles sur la preuve qui lui est présentée. Comme le prévoit le décret, celle-ci doit exercer ses fonctions de manière à ne nuire à aucune enquête, qu'elle soit criminelle, pénale, déontologique ou disciplinaire, ou à des procédures judiciaires. Pour s'assurer que ce cadre soit préservé, une des premières tâches de la Commission a été de se doter de règles de fonctionnement, de procédures et de conduite. Ces règles établissent les principes applicables à l'obtention d'un statut devant la Commission, aux demandes, aux requêtes, aux entrevues préalables avec les témoins et aux audiences publiques. Elles encadrent aussi l'administration de la preuve, balisent le déroulement des interrogatoires, structurent notre gestion des conflits d'intérêts réels ou apparents, ainsi que la gestion documentaire. Elles ont été élaborées suivant les principes établis en matière de justice fondamentale et d'équité procédurale et sont similaires à celles adoptées par d'autres commissions d'enquête récentes, sauf pour la section sur les conflits d'intérêts où nous avons dû innover puisqu'à notre connaissance, aucune commission d'enquête provinciale avant nous n'avait prévu dans ses règles ce type de mesure. Effectivement, j'attire votre attention sur le fait que nous avons intégré des déclarations de conflits d'intérêts obligatoires pour tous les membres de la Commission et des mesures de protection afin de garantir l'impartialité des enquêtes et assurer que seules les personnes autorisées aient accès à ces éléments d'enquête. Ces mesures se retrouvent aux articles 23 à 30 des règles de fonctionnement, de procédure et de conduite de la Commission. Certains se sont montrés préoccupés par le fait que j'ai été collègue de l'actuelle présidente du Conseil du Trésor, Maître Sonia Lebel, il y a environ 11 ans, lors des travaux de la Commission Charbonneau. Bien que nous n'ayons eu que peu de rencontres depuis son entrée en politique, et même si le travail d'une commission d'enquête n'a rien à voir avec celui des tribunaux judiciaires, je le répète ici, je ne suis pas un juge, je suis le commissaire de la commission. Il m'a semblé impératif de rassurer la population sur nos liens et sur notre façon de les encadrer. En outre, je voulais disposer, comme je l'ai dit tantôt, d'une équipe agile et experte. Et je suis allé chercher les meilleures ressources qui existent. Dans ce bassin, se trouvaient des personnes qui ont œuvré à la commission Charbonneau, car je savais qu'ils sauraient relever le défi dignement dans le court délai qui nous était imparti. En ces matières, il faut reconnaître qu'on n'a pas à attendre que le conflit d'intérêts existe, mais qu'on doit aussi se préoccuper de l'apparence de conflit d'intérêts, puisque cette apparence est suffisante pour susciter une crainte raisonnable. J'ai voulu que cette commission dispose de règles visant à encadrer les conflits d'intérêts réels ou apparents pour en garantir l'intégrité réelle et apparente. Ajoutons que tous les membres de cette commission, sans exception, enquêteurs, avocats, experts, personnel administratif, ont prêté serment devant moi qu'ils rempliraient les devoirs qui leur sont imposés par les dispositions de la loi sur les commissions d'enquête et ont déclaré qu'ils ne révéleraient ni ne feraient connaître, sans y être dûment autorisés, quoi que ce soit dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction. Il s'agit du serment qui est prévu en annexe de la loi sur les commissions d'enquête. C'est pourquoi j'ai ordonné que tout membre de la commission déclare sans délai tout lien personnel ou professionnel, passé ou présent, avec une personne qui pourrait être visée de près ou de loin par l'enquête de la commission. J'analyserai ce lien et déciderai s'il constitue ou non un conflit d'intérêts. Dans ce cas, si le cas échéant, il y a matière à conflit d'intérêts, la personne devra remplir une déclaration de conflit d'intérêts qui sera inscrite dans un registre.
Le membre de la commission en conflit d'intérêts ne pourra participer à aucune rencontre avec la ou les personnes visées par sa déclaration. Il ne pourra pas recevoir d'informations sur cette personne, ne pourra prendre connaissance d'aucun élément de preuve relié à elle ou être présent lors de discussions la concernant. Et si c'est moi qui suis en conflit d'intérêts, réel, apparent ou potentiel, la même logique s'appliquera. Je ne pourrai recevoir d'informations tant verbales qu'écrites en lien avec cette personne et je ne pourrai recevoir ou prendre connaissance d'aucune déclaration ou d'aucun élément de preuve la concernant. Je ne pourrai non plus être présent lors de discussions reliées à elle. Dans une telle situation, je remplirai le formulaire qui sera enregistré au registre et je ne prendrai connaissance du témoignage de la personne en question qu'en audience publique en même temps que le public. Je m'engage à rendre le registre complet, accessible au public via notre site Internet d'ici la fin de nos travaux. J'ai déjà décidé que toutes les personnes, y compris moi, qui ont travaillé avec la ministre Lebel à la commission Charbonneau, devaient remplir sans délai la déclaration de conflit d'intérêts prévue à l'annexe C de nos règles. Ce seront donc des enquêteurs, des procureurs et des avocats qui n'ont pas œuvré à la commission Charbonneau et qui n'ont aucun lien avec elle qui devront prendre le relais advenant que celle-ci soit appelée à être rencontrée ou à rendre témoignage lors de la présente commission. Notre commission est une commission d'enquête publique. Cela signifie que vous allez voir et entendre et vous serez donc aux premières loges pour prendre connaissance de la preuve. Je peux vous assurer que rien, absolument rien, ne se fera en catimini. Avant de laisser la parole à Maître Tremblay, j'aimerais vous entretenir du cadre légal entourant les commissions d'enquête afin que tout et chacun saisissent bien la nature et le rôle d'une commission. Les commissions d'enquête existent depuis longtemps au Canada et au Québec. Elles ont façonné la société civile qui nous entoure. Une première loi québécoise sur les commissions d'enquête a été promulguée il y a plus de 150 ans, mais la loi actuelle date de 60 ans. Il m'apparaît nécessaire de vous exposer les articles pertinents de celle-ci à l'exercice de notre mandat. Donc, cette loi-là qui date de 1964, qui a à peu près pas eu de modification. Donc, je vais vous lire les articles pertinents qui est notre cadre légal. Et vous allez voir que peut-être que cette loi-là peut-être un peu mal vieillie au niveau des termes, mais on va les mettre également à l'écran si on peut. Donc, l'article 1. Lorsque le gouvernement juge à propos de faire une enquête sur quelque objet qui a trait au bon gouvernement du Québec, sur la gestion de quelque partie des affaires publiques, sur l'administration de la justice ou sur quelque matière importante se rattachant à la santé publique ou au bien-être de la population, il peut, par une commission émise à cette fin, nommer un ou plusieurs commissaires pour conduire cette enquête, ce que le gouvernement a fait par décret et en me nommant commissaire. Article 6. Afin de découvrir la vérité, les commissaires peuvent, par tous les moyens légaux, qu'ils jugent les meilleurs, s'enquérir des choses dont l'investigation leur a été déférée. Aussitôt l'enquête terminée, ils doivent faire un rapport du résultat de l'enquête et de la preuve reçu au gouvernement qui ordonne l'adoption de mesures justifiées par la nature de la preuve et du rapport. Article 9. Les commissaires ou l'un d'eux peuvent, par une assignation sous leur signature, requérir la comparution devant eux, au lieu et place y spécifiés, de toute personne dont le témoignage peut se rapporter au sujet de l'enquête et contraindre toute personne à déposer devant eux les livres, papiers, documents écrits qu'ils jugent nécessaires pour découvrir la vérité. Ces personnes doivent comparaître et répondre à toutes les questions qui leur sont posées par les commissaires sur les matières qui font le sujet de l'enquête et produire devant les commissaires les livres, papiers, chèques, billets, documents et écrits qui leur sont demandés et qu'ils ont en leur possession ou sous leur contrôle, suivant la teneur des assignations. Les commissaires ou l'un d'eux peuvent exiger recevoir le serment ou l'affirmation ordinaire de toute personne qui rend ainsi témoignage. Si vous verrez, ça va être Mme la greffière qui va faire prêter serment aux témoins de fait. Article 10. Toute personne à qui
une citation à comparaître a été signifiée en personne ou en laissant copie à sa résidence ordinaire, qui fait défaut de comparaître devant les commissaires, autant et lieu y mentionné, peut être traitée par les commissaires de la même manière que si elle était en défaut d'obéir à une citation à comparaître ou à une assignation légalement émise par une cour de justice. C'est que le 11, quiconque refuse de prêter serment lorsqu'il en est dûment requis ou omet ou refuse sans raison valable de répondre suffisamment à toutes les questions qui peuvent légalement lui être faites ou de témoigner en vertu de la présente loi comme un outrage au tribunal et est puni en conséquence. Toutefois, nulle réponse donnée par une personne ainsi entendue comme témoin ne peut être invoquée contre elle dans une poursuite en vertu d'une loi, sauf le cas de poursuite pour parjure ou pour témoignage contradictoire. Article 12. Si quelqu'un refuse de produire devant les commissaires les papiers, livres, documents ou écrits qui sont en sa possession ou son contrôle et dont les commissaires jugent la production nécessaire, ou si quelqu'un est coupable à l'égard des commissaires ou de leurs fonctions, les commissaires peuvent procéder sur cet outrage de la même manière que toute cour ou tout juge en semblable circonstance. Article 16. Les commissaires jouissent de la même immunité et des mêmes privilèges que les juges de la Cour supérieure pour tout acte fait ou omis dans l'exécution de leur devoir. Comme je vous l'ai dit tantôt, ce qui est notre cadre légal, notre terrain de jeu, c'est la loi sur les commissions d'enquête, c'est notre décret et c'est ce qu'on appelle, on dit dans la common law, ce sont les décisions des tribunaux supérieurs qui sont venus baliser le droit des commissions d'enquête. Donc, les tribunaux ont longuement souligné la pertinence et le rôle des commissions d'enquête, non seulement pour rechercher la vérité, mais pour permettre de la rendre publique. Ainsi, lorsqu'une crise survient ou qu'une situation perturbe la quiétude de la population, une enquête publique permet aux citoyens de faire des constats, d'entendre des gens impliqués dans la situation, de se faire une idée des responsabilités respectives des parties. Elles sont formées par des commissions pour répondre à un besoin ponctuel d'éclairage. Qu'on parle de l'écrasement d'un avion, l'écroulement d'un viaduc, le décès inexplicable d'une enfant, comme si on Laurent qui a eu lieu ici il y a quelques mois, une erreur judiciaire ou un scandale impliquant des élus, lorsque les circonstances sont telles qu'elles créent un choc, un sentiment d'horreur généralisé qui provoque la désillusion, du scepticisme, une crise de confiance majeure dans la population, les pouvoirs publics n'ont d'autre choix que d'en déclencher une pour rassurer la population et mettre en lumière les faits et surtout démontrer qu'ils en tirent des leçons. C'est le but, ça, d'une commission d'enquête. Faire rapport, faire des recommandations. La fonction principale de la commission est donc d'établir les faits publiquement pour que le public puisse comprendre ce qui s'est vraiment passé et qu'on puisse voir les leçons que le gouvernement pourra en tirer. Permettez-moi de citer l'honorable juge Peter Corey de la Cour suprême du Canada dans une affaire qui découle de la commission d'enquête sur la tragédie de la mine Westray en Nouvelle-Écosse. J'ouvre les guillemets. Ça, c'est le juge Corey qui dit ça. Les cyniques dénigrent les commissions d'enquête parce qu'elles seraient un moyen utilisé par le gouvernement pour faire traîner les choses dans des situations qui commanderaient une prompte intervention. Pourtant, elles peuvent remplir et remplissent de fait une fonction importante dans la société canadienne. Dans les périodes d'interrogation, de grande tension et d'inquiétude dans la population, elles fournissent un moyen d'informer les Canadiens sur le contexte d'un problème préoccupant pour la collectivité et de prendre part aux recommandations conçues pour y apporter une solution. Le statut, le grand respect dont jouit le commissaire, ainsi que la transparence et la publicité des audiences contribuent à rétablir la confiance du public, non seulement dans l'institution ou la situation visée par l'enquête, mais aussi dans l'ensemble de l'appareil de l'État. Elle constitue un excellent moyen d'informer, d'éduquer les citoyens inquiets. Je referme les guillemets. Comme les cours de justice, les commissions d'enquête sont indépendantes. Mais au contraire des cours de justice, les commissions d'enquête sont dotées de vastes pouvoirs d'enquête dont je vous ai énuméré tantôt. Elles remplissent une fonction importante dans la société. Elles fournissent un moyen d'informer la population sur le contexte d'un problème préoccupant pour la collectivité qui aurait le sentiment
de prendre part aux recommandations. Elle a comme objectif d'informer, comme la citation que je vous ai lue, d'informer, d'éduquer le public, et ce, en temps réel. La transparence et la publicité des audiences contribuent à rétablir la confiance du public, non seulement dans l'institution ou la situation visée par l'enquête, mais aussi dans l'ensemble de l'appareil de l'État. Le rôle d'une commission d'enquête est de faire enquête et de soumettre un rapport, et non pas, je le répète et je le répéterai jamais assez, de déterminer la responsabilité criminelle ou civile d'une ou plusieurs personnes. C'est dans notre mandat, mais c'est également dans notre cadre légal. Pour reprendre certains extraits des propos de l'honorable juge Gilles Letourneau, de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Gagliano contre l'honorable juge commissaire Gomery, de la commission Gomery, au paragraphe 20 et suivant de la décision de la Cour d'appel fédérale, le juge Letourneau dit « Un monde de différence aux impacts significatifs existe entre une commission d'enquête et un tribunal adjudicatif. Une enquête publique n'est ni un procès civil, ni un procès criminel. Les règles de preuve et de procédure sont considérablement moins contraignantes dans le cadre d'une commission d'enquête que dans le cadre d'une cour de justice. Par définition, une commission d'enquête joue un rôle d'enquêteur et non d'adjudicateur. Il ne faut pas oublier que le commissaire qui préside une telle commission ne dispose pas des éléments de preuve établissant les faits, contrairement à un procès, les causes et les circonstances des événements qui font l'objet de l'enquête. C'est précisément son rôle de les rechercher pour ensuite les analyser. Même si la législation prévoit que les commissaires ont le pouvoir d'assigner et obliger que des personnes témoignent devant eux sous serment, ce pouvoir a été considéré par les tribunaux supérieurs comme un pouvoir administratif. Et ce pouvoir administratif-là ne se transforme pas en pouvoir judiciaire. Donc, ce pouvoir, le pouvoir d'une commission d'enquête, ce sont des pouvoirs administratifs. La Cour suprême a bien résumé les limites d'une commission d'enquête dans une décision portant sur la commission Craver sur le scandale du sang contaminé. J'ouvre les guillemets. Les rôles d'enquête et d'éducation du public qui sont conférés à une commission d'enquête ont une très grande importance. Ces rôles ne devraient cependant pas être remplis aux dépens du respect des droits des personnes faisant l'objet de l'enquête. Cela signifie que si important que soit le travail d'une commission, il ne peut se faire aux dépens du droit fondamental de tout citoyen d'être traité équitablement. Ça, je l'ai dit. Alors, c'est-à-dire, nous avons des pouvoirs d'enquête, nous allons exercer tous nos pouvoirs dans le cadre rigoureux, dans notre cadre légal qui est rigoureux et qui prend également compte, doit tenir compte des droits fondamentaux des citoyens. Les règles de l'équité procédurale s'appliquent donc à une commission d'enquête. Le degré, par contre, d'équité procédurale requis est cependant moins exigeant pour une commission d'enquête que pour un organisme ayant un pouvoir décisionnel. Même s'il y a des similitudes sur le plan de la procédure, le rôle joué par les commissaires est distinct de celui que joue le juge qui préside un procès. Le commissaire ne rend pas une décision judiciaire, je le répète, il fait enquête et ultimement, il produit un rapport. Enfin, une commission d'enquête n'est pas assujettie aux règles de preuve d'un tribunal ordinaire, puisque toute preuve raisonnablement pertinente et qui relève du mandat de la commission est admissible. C'est cette souplesse et cette simplicité qui permettra à notre enquête de rechercher la vérité et de vous la montrer. Malgré le silence de la loi québécoise sur les commissions d'enquête, la Charte des droits et libertés de la personne prévoit expressément le droit pour toute personne de se faire représenter par avocat ou être assisté par avocat devant une commission d'enquête. Donc, ce qui veut dire les parties qui sont représentés par avocat, les témoins qui vont se présenter ici devant la commission pourront être assistés par avocat et les règles de procédure le prévoient spécifiquement. En terminant, la commission fera tout afin de respecter tant les droits individuels que collectifs. Notre commission sera guidée par des principes de transparence, je le répète, d'intégrité, de respect des enquêtes en cours et de célérité.
Vous avez tous, vous tous, avez un intérêt particulier dans cette enquête à titre de contribuable, de citoyen, d'usager. Vous avez le droit de savoir, vous avez le droit de vous former une opinion au fur et à mesure. C'est donc dans cette optique que nous retournerons toutes les pierres de tous les chemins que nous découvrirons, non seulement pour trouver la vérité, mais pour que vous la trouviez à votre façon à travers les témoignages de ceux que vous entendrez. Je vous remercie de votre attention. Je passe la parole maintenant au procureur-chef, Maître Simon Tremblay. Maître Tremblay, je vous cède la parole. Monsieur le commissaire Galland, chers participants, chers membres des médias, mesdames et messieurs. C'est avec humilité que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture des travaux de cette commission d'enquête portant sur la gestion de la modernisation des systèmes informatiques de la Société de l'assurance automobile du Québec. Monsieur le commissaire, je vous remercie pour la confiance que vous m'avez accordée en me confiant le rôle de procureur en chef de cette commission. Nous sommes ici réunis dans un contexte qui exige la transparence, l'impartialité et la rigueur. Le commissaire l'a dit et je le redis. Les faits qui ont motivé la création de cette commission d'enquête ont soulevé de vives inquiétudes au sein de la population québécoise et ébranlé la confiance de celle-ci envers nos institutions. La situation décrite par la vérificatrice générale du Québec a démontré la nécessité de faire toute la lumière sur les causes des problèmes survenus dans ce dossier afin que la commission puisse faire les recommandations qui s'imposent au gouvernement du Québec. Notre mission en tant qu'organisme indépendant n'est pas de juger, mais d'enquêter de façon à faire ressortir la vérité sur ce qui s'est réellement passé. Une vérité fondée sur des faits que les témoignages et les documents que nous vous produirons, dis-je, dans les prochaines semaines, mettront en lumière. Une vérité qui ne saurait être obscurcie par des opinions, des préjugés ou encore des pressions extérieures. Nous verrons avec l'équipe à coordonner la présentation de la preuve et à veiller au respect de la règle de droit et de nos règles de fonctionnement, de procédure et de conduite. Notre équipe s'assurera de garantir le déroulement équitable et ordonné des audiences. Une fois celle-ci terminée, nous devrons compléter notre rapport et insister sur les recommandations nécessaires afin notamment que les projets de modernisation de systèmes informatiques futurs soient mieux encadrés. Compte tenu de la courte durée du mandat, le directeur des enquêtes, Robert Pigeon, et moi avons dû constituer des équipes rapidement. Malgré ce court délai, nous avons recruté des gens exceptionnels avec des compétences complémentaires qui ont tous un but commun, la recherche de la vérité en toute impartialité. L'équipe d'enquête regroupe une quinzaine d'experts, notamment en matière d'enquête, de technologie d'information, de gouvernance et de comptabilité. Il s'agit de Nancy Boulris, Michel Comeau, Éric Gagné, André Laroche, Stéphane Levasseur, Nicodemo Milano, Giovanni Moriello, Alain Perrault, Minh Tri Truong, Éric Desaulniers, Gilles Gagnon, Manon Tremblay, Gilles Gravel ainsi que Nathalie Giguère. Michel Forget, directeur adjoint aux enquêtes, complète cette équipe. L'équipe juridique est également constituée d'une quinzaine de personnes. Elle comprend des procureurs, des avocats conseils, des avocats et des juristes analystes. Je prends quelques instants pour les présenter plus amplement. L'équipe de procureurs est constituée de 4 procureurs en m'incluant. Il s'agit de Maître Mélanie Tremblay, de Maître Alexandre Thériault-Marois et de Maître Marie-Claude Sarrazin, qui malheureusement ne pouvait pas être présente aujourd'hui. Nous bénéficions également de 2 avocats de conseil expérimentés en matière de commission d'enquête, soit Maître Élisabeth Ferland et Maître Martine Valois, avocate émérite. L'équipe d'avocats regroupe Maître Keith Ritty, Maître Simon Laliberté, Maître Charlotte Deslauriers-Goulet, Maître Vincent Ranger, Maître Julia Yu et Maître Alexandre Thibault. Finalement, nous bénéficions de l'aide de 3 analystes juridiques, soit Maître Imen Lamali, M. Félix Huot-Richer et Mme Catherine Lapka. Toutes ces personnes sont appuyées par une équipe administrative de haut niveau
dirigée par la secrétaire et administratrice de la commission, Véronique Fontaine. Elle comprend Xiomara Barbareno, Cédric Champagne, Nadia Dubois, Daniel Lafont, Anne-Marie Leduc, ainsi que Pascal Tremblay. Finalement, Maître Joanne Marceau, responsable des communications, vient compléter le personnel de la commission. Notre responsabilité est grande et je suis convaincu que collectivement, nous saurons mener cette enquête avec célérité, sérieux et intégrité. À la suite du communiqué de presse que nous avons émis le 14 avril dernier, nous avons reçu des demandes pour obtenir le statut de participant à nos travaux. Nous avons octroyé, suite à une décision de M. le commissaire, le statut de participant à tous les demandeurs, soit, d'une part, la Société d'assurance automobile du Québec, d'autre part, le procureur général du Québec pour le gouvernement et ses ministères, et finalement, le directeur des poursuites criminelles et pénales. Je les inviterai dans cet ordre à se présenter. Maître. Bonjour, M. le commissaire. Bonjour. La commission, Sébastien Laprise, Langlois avocat pour la Société d'assurance auto. Bienvenue. Monsieur le commissaire Galland, je suis membre de la commission, Audrey Gagnon, Langlois avocat également. Bienvenue, Maître Gagnon. Bonjour, Édith Geneviève Giasson pour la Société de l'assurance automobile. Maître Je vous Giasson. remercie. Bonjour, Nicolas Lafrance pour la Société. Maître Lafrance. Pierre-Luc Beauchesne, Bernard Roy, Justice Québec pour le procureur général du Québec. Maître Beauchesne. Bonjour, Marie-France Lebel de chez Bernard Roy pour le procureur général du Québec. Lebel. Bonjour, Patricia Blair de chez Lavoie-Rousseau pour le procureur général du Québec aussi. Maître Blair. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue à tous. Maxime Fournier pour le directeur des poursuites criminelles et pénales. Maître Fournier. Bienvenue. Bienvenue à la commission. Merci, chers confrères, chers consoeurs. Les audiences publiques de la commission se dérouleront du lundi au jeudi, à l'exception des semaines du 12 et du 19 mai, où nous siégerons du mardi au vendredi. En plus de Montréal, nous siégerons également à Québec, comme l'a souligné le commissaire. À la fin de chaque semaine d'audience, j'annoncerai le déroulement de la semaine suivante. Bien que la commission souligne son premier mois d'existence aujourd'hui même, je vous annonce que nous débuterons nos travaux dès la semaine prochaine avec le premier volet des audiences de la commission visant à tisser la toile de fond de nos travaux. Plus particulièrement, ce volet portera sur différents sujets afin de bien comprendre l'environnement dans lequel s'est réalisé le programme CASA, l'encadrement légal et administratif qui prévalait et les acteurs qui ont joué un rôle. Le deuxième volet des travaux portera essentiellement sur les témoins de fait, soit les personnes qui ont directement ou indirectement été impliquées dans le programme CASA et son cheminement. Finalement, le troisième volet des travaux sera constitué de témoignages d'experts afin d'apporter l'éclairage nécessaire à la commission pour les fins de son rapport et de ses recommandations. Dès lundi prochain, nous vous présenterons tout d'abord les conclusions détaillées de la vérificatrice générale du Québec à la suite de son audit sur le programme CASA. L'Autorité des marchés publics viendra ensuite nous expliquer son mandat, son fonctionnement et ses compétences. Elle présentera également les différentes étapes contractuelles du dit programme. Par la suite, nous exposerons les règles de gouvernance du gouvernement du Québec à l'aide d'un panel d'anciens hauts fonctionnaires de l'État québécois. Une autre présentation portera sur les ministères et les organismes ayant été impliqués de près ou de loin sur le projet, afin de bien comprendre leur rôle et leurs responsabilités. La présentation qui suivra sera sur le cadre juridique entourant le programme CASA et tout le volet contractuel de celui-ci. Elle sera effectuée par un expert dans le domaine de la gestion contractuelle, plus particulièrement en lien avec les appels d'offres et les contrats publics en matière de technologie de l'information. Nous terminerons finalement la semaine en faisant un bref historique des recommandations passées provenant de différents organismes en lien avec les contrats publics en matière de technologie de l'information. Après cette première semaine consacrée à des présentations visant l'environnement et le contexte dans lequel le programme CASA a évolué, nous poursuivrons les audiences publiques avec le second volet visant les témoignages de faits qui viendront nous décrire le cheminement du programme CASA. Je vous annonce aujourd'hui que nous débuterons cette seconde phase à Québec le mardi 13 mai 2025 à 9h30. Pour conclure, Monsieur le commissaire, je vous inviterai à adopter les règles de fonctionnement, de procédure et de conduite de la commission maintenant que la consultation publique est terminée et que nous n'avons reçu aucun commentaire. Nous pourrons ainsi les déposer sur notre site Internet afin qu'elles entrent en vigueur conformément
à ces mêmes règles. C'est parfait. Donc, compte tenu qu'il n'y a pas eu de commentaires, que les règles ont été publiées pendant environ une semaine, je pense qu'il y a eu des petites modifications, une petite coquille ou erreur de français, mais le tout va prendre force à partir du dépôt sur notre site Internet, tel que le prévoient nos règles de fonctionnement, et ça va se faire aujourd'hui même. Merci beaucoup, Monsieur le commissaire. Donc, sur ce, j'ai le plaisir de vous convier lundi prochain, ici même, à 9h30, pour le début de nos audiences publiques. Merci beaucoup de votre attention et à la semaine prochaine. Merci. Merci à tous. À lundi.